On va se livrer à cet exercice, un petit peu particulier de la conversation par Skype. Hem et je vais commencer cette, rencontre en citant quelques lignes des Échappées, qui est un roman Oui, qui tombe, tout à fait à pic dans notre période. Quelques lignes oui. qui nous parlent directement aujourd'hui. Elles se situent vers la fin du livre. Il aura fallu quelques mois, quelques années peut-être, de brume, de repos forcé, de temps suspendu, pour que le peuple revienne à lui, retrouve une forme de solidarité et invente, à partir de rien, une autonomie qui ne semble jamais prendre fin, une façon de vivre qui s'ancre dans des gestes simples, des échanges clairement définis et justes. Tout le reste, tout ce qui a précédé, a cessé d'exister. Ces quelques lignes, évidemment, elles sont extrêmement frappantes aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous les aviez écrites, c'était il y a quelques mois, la situation était différente d'aujourd'hui, mais quelle résonance vous y voyez aujourd'hui? La résonance évidente d'un temps suspendu et d'un temps d'enfermement. Néanmoins, ça va pas plus loin. Enfin, ça aurait vraiment été. J'aurais été vraiment visionnaire si j'avais pu prévoir le télétravail et la continuité pédagogique. Oui, Mais dans le roman, le travail s'arrête vraiment. Le travail oui, s'arrête vraiment parce qu'il y a dehors un danger qui est un danger complètement inattendu et un danger qui est double en fait. Donc à la fois euh, quelque chose qui est de l'ordre du fantastique avec l'asphalte qui se met à dévorer les gens et à les aspirer, et puis quelque chose qui est là de l'ordre plus du politique, c'est-à-dire une police qui va chercher des responsables, arrêter des coupables, ce qui fait que quand on sort, on peut être arrêté, emmené, torturé, parce que soupçonné de complicité avec ceux qui auraient manigancé ça. Et la seule bonne surprise, en fait, dans le roman, c'est justement dans le passage que vous lisiez, qu'il y a euh, une sorte de mouvement d'élan commun pour arrêter de sortir. oui, Donc, c'est un enfermement volontaire. Et ceux qui sont les plus privilégiés vont arrêter de faire appel aux autres pour qu'ils puissent sortir à leur place. Et donc, il y a une sorte vraiment de peuple horizontal qui se met en place et qui va pouvoir fonctionner de manière solidaire. très bien. La question du temps, on l'entend. Ce qui est frappant dans ce passage, c'est ce temps suspendu. C'est pas tout à fait le nôtre. Pour nous, le temps n'a pas complètement cessé d'exister, puisque nous, on vit cette suspension sur un régime un peu schizophrène dans la réalité. Oui, dans la réalité, oui, oui, oui. On est à la fois enfermés, beaucoup de choses se sont arrêtées, l'école s'est arrêtée aussi pour nos enfants quand Mm, on en a. oui, Euh, beaucoup sortent et travaillent, hein, et puis oui, évidemment il y a tout cette invention, mais qui existait déjà, du travail à distance, qui fait oui, qu'effectivement on est dans une espèce de double temporalité, alors que voilà, le roman imagine une pause en fait, qui prend aussi une espèce d'hiver sans fin, qui va être aussi vraiment un moment de pause et un moment où toutes les personnes complètement aliénées du monde fictionnel que je mets en place dans les échappées vont pouvoir revenir à elles. oui. C'est ça enfin, une des inventions très intéressantes de cette fiction, c'est cette pause qui va nous permettre de couper avec tout ce qui nous aliène et de retrouver un certain sens de la réalité. Alors on pourrait sans doute s'inspirer de ça aujourd'hui dans notre situation très, très spéciale.
tout arrêter et essayer de regarder les choses autrement. C'est sans doute une des leçons assez fréquemment portées par les romans apocalyptiques. Ce sont des fictions dans lesquelles, effectivement, il y a un arrêt brutal des occupations ordinaires qui permet de penser autrement, de penser autre chose, de trouver de nouveaux repères dans la réalité et de reprendre la vie autrement. Ça, ça se fait de manière particulière dans Les Échappés, avec deux femmes qui se sont justement échappées et qui se retrouvent sur la route. Ce qui m'interroge aussi, c'est cet imaginaire de la route. Qu'est-ce qu'elle vient introduire dans ce récit, cette route qui mène à travers la ville et vers on ne sait où? Je pense que c'est lié à une configuration de l'espace. Dans mon Oui, imaginaire, j'ai besoin de lignes, de lignes assez droites, enfin pas forcément droites, mais de lignes spatiales qui ne soient pas trop complexes parce que le temps est complètement bouleversé. Enfin, souvent, le rapport au temps est plus bouleversé. Et là, la route ouvre vraiment une brèche. Donc, c'est vraiment la voie de sortie de la ville vers un ailleurs où l'on serait moins en danger, où l'on pourrait peut-être trouver une forme de havre. et en même temps, c'est très risqué de sortir. C'est très risqué de sortir, mais ce sont des femmes qui sont recherchées, qui Oui, sont soupçonnées d'être justement, enfin, il y a un personnage qui n'apparaît jamais, mais qui s'appelle Stern dans le roman, et oui, qui est désignée comme la coupable idéale. Et ces deux femmes sont soupçonnées l'une ou l'autre d'être soit complices, soit elles-mêmes cette femme qui porterait une révolte donc dans une espèce de dictature qui est encore une dictature douce au début du oui, roman et qui va en fait révéler son vrai visage dans la crise. oui. Euh, ouais, Oui. Alors, Stern, c'est un personnage un peu mythique, on n'entend que sa voix, oui. et c'est une voix qui Euh, passe par la radio. Oui, effectivement. Alors, c'est une voix qui passe par la radio, une voix qui n'est pas située temporellement. On ne sait pas Oui, d'où parle la femme, de quelle période elle parle exactement. Et euh, l'idée, c'était aussi que Stern puisse être tout le monde et personne. C'était que justement, comme c'est une voix et pas un corps, comme elle n'est pas incarnée, cette fonction de la révolte puisse être assumée et se transmettre de corps en corps, de personne en personne, et que d'une certaine manière, qui voudrait être celui qui porte la révolte le pourrait. mm, C'est aussi pour ça que c'est seulement une voix. mm. Et elle déclenche aussi la haine et le ressentiment chez les gardiens de l'ordre. Il y a ce personnage assez inquiétant de l'homme gris. D'ailleurs, en général, les hommes n'ont pas le beau rôle dans le roman. Euh, il y a cet homme qui est un policier qui, euh, qui est possédé par le ressentiment, il me semble. Qui est oui, qui est possédé par le ressentiment, mais pour une raison, enfin, qui ne l'est pas par essence, mais qui est possédé Oui, par le ressentiment parce qu'il a vu la porte s'entrouvrir, parce il a eu la possibilité, on lui a offert la possibilité, je ne vais pas raconter tout le roman, mais de s'échapper lui aussi en quelque sorte, et que c'est une oui, possibilité qu'il n'a pas su ou pas pu saisir, et oui. que c'est plus un ressentiment lié à sa propre impuissance en fait. Mm. Euh, c'est vrai que
vous vouliez dire quelque chose. Non, je vous laissais continuer. Je pensais Alors, ouais. aussi aux épisodes qui se situent dans le passé avec ce père qui a tué sa fille, et qui me faisait penser que les hommes en général étaient vus comme des personnages dangereux ou en tout cas suspects dans le roman. Déjà, il y a finalement peu de personnages d'hommes adultes. Enfin, il y a cet homme gris, et puis Oui. dans deux parallèles, donc il y a le père, dont il est dit à un moment que c'est plus ou moins le même personnage, en fait. C'est pas des hommes puissants, ce sont des subalternes qui qui usent de leur maigre pouvoir pour dominer ceux qui leur sont inférieurs, comme eux-mêmes sont dominés, en fait. Et c'est cette fonction, c'est cette place-là qui m'intéressait, et c'est vrai que ce sont des hommes qui se trouvent à cette place-là aussi, peut-être parce que, encore aujourd'hui, plus souvent, on trouve des hommes dans des positions de pouvoir. Mais il y avait ça va pas non plus dans le sens d'un roman qui voudrait valoriser absolument la femme ou ses ressources puisque ce qui m'intéresse moi vraiment c'est ce qui arrive à Oscar, donc c'est un personnage de petit garçon qui va se transformer. En fait, ce qui m'intéresse, c'est des personnages qui sont hommes ou femmes, ou ni hommes ni femmes, ou hommes et femmes. Et c'est la capacité des personnages à échapper à un rôle ou à sortir de leur rôle ou à sortir de leur fonction. Et peut-être que dans le roman, les hommes sont davantage prisonniers de leur propre rôle que ne sont les femmes. Oui, et d'ailleurs, le pouvoir, on ne le voit qu'à travers ses effets sur ces personnages faibles qui obéissent ou sur les personnages contraints ou sur ceux qui se révoltent. Mais on voit essentiellement le pouvoir par ses effets et pas par ceux qui l'exercent. Oui, parce que c'est pas une fiction politique dans le sens où c'est pas une fiction qui pense la politique et les rapports de pouvoir de manière aussi fine et aussi précise que peuvent le faire d'autres textes. Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est plutôt de savoir, et aussi parce que même si c'est bien sûr dans un imaginaire, mais j'essaie de parler de positions que j'ai l'impression de connaître un peu, c'est plus les effets du pouvoir ou les effets de la structure sur les individus que voilà, dans la focale, je reste plus auprès des personnes que dans une vision d'ensemble d'un système. Oui. Et dans cet ordre d'idées, je pensais au motif des yeux et de la vue qui est très important. Les personnages, enfin, une femme en tout cas, perd la vue, puis retrouve la vue, et le motif des yeux est extrêmement important. Est-ce que ça a à voir avec cette visibilité ou ce manque de visibilité de la structure, justement? C'est intéressant. Je ne l'ai pas pensé comme ça, mais c'est effectivement des personnages aussi, parce que la brume est là à un moment qui se déplace, et c'est un peu le cas du lecteur aussi, qui se déplace dans un monde dont les clés ne sont pas forcément données. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils subissent, mais qu'ils ne savent pas forcément pourquoi ils le subissent. Oui, effectivement, c'est très juste sur cette difficulté
à discerner et à voir ou à saisir exactement enfin avoir une image d'ensemble, disons. Oui. Il y a aussi l'idée que en fait, c'est une femme qui perd ses yeux, mais parce que d'une certaine manière, elle les donne à quelqu'un d'autre. Oui. Alors, cette question du don est très importante aussi. C'est C'est très ça. fondamental dans ce roman. Il s'agit de savoir donner et savoir accepter. Oui, il y a l'idée d'un don et qui va aussi, quand la personne est aveugle, obliger ces deux femmes qui se sauvent à cheminer dans une espèce de proximité corporelle, bras dessus, bras dessous, avec l'une qui devient la guide de l'autre. Oui. Et, euh, et je crois que c'était aussi ce que je cherchais. J'avais pas forcément. Cette scène m'a un peu surprise moi-même. J'avais pas programmé que les choses se Oui. passeraient comme ça, dans la perte de la vue ou dans ce don des yeux, mais en tout cas, je crois qu'elle me permettait aussi voilà, de créer ce rapprochement et cette tendresse aussi entre, entre, entre les personnages. C'est un très vieux motif, en même temps, c'est très beau. Ces deux femmes qui cheminent ensemble, avec l'une d'elles qui guide l'aveugle. On retrouve toute une littérature. Oui, Je pensais aussi à L'aveuglement de José Saramago, qui est un récit de fin du monde et aussi un récit d'épidémie, oui, où une femme guide un petit groupe d'aveugles à travers les rues d'une ville touchée par une épidémie de cécité. Et on a là aussi la conjonction d'un certain fantastique, du motif de l'aveuglement et d'une société qui a perdu son sens et qui ne peut le retrouver qu'à travers l'épreuve euh, de la table rase et d'une nouvelle solidarité qui va s'éprouver à travers ça. C'est un modèle auquel vous aviez pensé ou pas? donc, il y a eu une petite interruption juste dans Ah, l'enregistrement, mais le, le modèle, pardon. donc à la fois, mais j'ai lu et j'en profite aussi pour le montrer. J'aime beaucoup sa couverture. Donc, D'accord. le livre, donc, votre livre fabulé, La fin du monde, où vous parlez de Saramago. Et Ah, oui, où il y a oui. donc à la fois ce motif de l'aveuglement et l'idée qu'une table rase est nécessaire pour reprendre, pour, euh, pour pouvoir réinventer ou recommencer Et on t'en a- quelque chose. Oui, Alors, on a eu une interruption un peu longue. oui. Est-ce que Euh, Maintenant, j'entends à nouveau, mais il y a plein oui, de nouveau, ça a interrompu. oui, est-ce qu'on partons peut-être de l'idée que Gaël pourra couper et Oui, que oui, et on va se dire ça. Alors, j'ai à peu près rien entendu à partir de ma question sur l'aveuglement. et moi j'ai pas entendu votre question. Ah, Donc, d'accord. Eh bien, ma question, c'était que ce motif des yeux était très important dans cette partie du roman, en tout cas, et que j'avais pensé en la lisant à la deuxième partie de l'aveuglement de José Saramago, euh, dans laquelle une femme guide un petit groupe d'aveugles à travers une ville qui est atteinte d'une épidémie de cécité. Et de la même façon que dans Les Échappés, cette crise de l'épidémie euh,
advient à une société qui a perdu son sens et offre aussi l'occasion paradoxale au personnage de refonder quelque chose, de retrouver un lien, de refaire société à travers l'épreuve. Et ça passe par ce motif des aveugles qui sont guidés à travers les rues de la ville et qui la reparcourent comme ça. Alors, est-ce que c'est un modèle auquel vous aviez pensé, qui s'est imposé malgré vous, ou pas? Non, alors j'avais pas pensé à Saramago spécifiquement. Voilà. Donc, mais j'avais pas non plus forcément lié cet aveuglement au fait que la société puisse ensuite se tuer ou se réinventer. Ce qui m'intéressait en fait dans ces personnages, donc la vieille femme et puis celle plus jeune qui l'accompagne, c'était que en se sauvant elle-même, en essayant de se sauver, de quitter la ville parce qu'elles sont menacées, en fait elles font rejaillir et reporter la menace de répression sur n'importe qui d'autre en ville qui resterait là. Et l'idée que c'est parce qu'on ne les attrape pas elles, qu'on va en attraper d'autres et qu'elles vont être punies à leur place. Et ce qui m'intéressait, c'est aussi dans l'intrigue parallèle, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment on s'en sort de cette impuissance et de cette culpabilité. Et finalement, la question plus largement d'un territoire, enfin, jusqu'où s'étend notre empathie, quel est notre territoire commun d'empathie. Et voilà, et c'est finalement à la toute fin que j'ai retourné un peu les choses en imaginant pendant ce temps-là, dans la vie, se réinvente une nouvelle vie. D'accord. Oui, ces questions d'empathie, d'éthique sont toujours extrêmement importantes dans ces fictions. En tout cas, ce sont des fictions qui permettent de poser ces questions-là. Oui, tout à fait. Oui. On continue avec d'autres intertextes. Oui. On était dans une première conversation évoqué le roman de McCarthy, La Route. Alors, celui-là, je crois que ça a été un modèle structurant. Oui, absolument, et plus particulièrement, c'est la fin du roman qui est d'ailleurs, je pense que c'est aussi, on a échangé à ce sujet, c'est aussi de cette manière. Vous m'entendez encore? Oui, avec des fluctuations, mais je pense que j'ai l'essentiel. D'accord. Alors espérons que tout le monde aura l'essentiel. Donc sur cette fin, la fin du roman, donc qui est un roman extrêmement sombre, hein, dans un univers d'une très très grande violence. Et à la fin du roman, le père et son fils qu'on a suivi pendant tout le roman et qui essaie de survivre dans ce monde violent sont séparés par la mort du père et le fils est laissé seul. Et il rencontre un groupe de personnages qui vont peut-être l'accueillir et pas forcément vouloir le détruire ou lui faire du mal. Et moi, j'y disais la possibilité de préserver une bonté, une forme de bonté, qui est aussi toujours, comme vous le montrez dans votre livre, donc dans Fabuler la fin du monde, qui est aussi toujours dans le regard de l'enfant, en fait.
alors que le père, peut-être aussi pour protéger son fils, va appliquer la loi du talion, va être impitoyable. L'enfant, lui, aimerait pouvoir sauver et aider tous ceux qu'il rencontre qui ne sont pas des menaces directes. Et à la fin du roman, quand le père laisse son fils seul, en fait, c'est comme si aussi il permettait au monde du fils d'exister. Et je trouvais ça d'une force morale incroyable chez McCarthy, alors qu'on est dans un monde tellement noir et tellement désespéré, de ne pas tout éteindre à la fin, ce qui aurait été tellement facile et presque évident, et de laisser cette lueur, en fait. Oui. C'est très beau la manière dont McCarthy termine avec un passage qui est vraiment une ouverture vers la possibilité donnée au Fils de faire exister ce qu'il a toujours porté, mais porté en parole. Et là, c'est en acte que ça peut prendre forme. Et puis, McCarthy ajoute encore un paragraphe qui est très étonnant parce que dans ce paragraphe final, il revient au monde d'avant pour le célébrer, comme si on était sorti de cette intrigue de fin du monde pour rejeter un regard sur l'avant qu'on n'avait jamais eu jusque-là. Et ça aussi, c'est paradoxalement une ouverture et la possibilité que quelque chose existe, que la Oui, beauté, que le sentiment, que l'échange existe. oui, oui, Et c'est d'une oui, force émotionnelle exceptionnelle. oui, absolument. Et c'est, enfin, ce que vous en dites, donc c'est le paragraphe sur la truite. Je vais lire un tout petit peu le Oui, paragraphe de McCarthy qui est tellement beau. oui, Autrefois, il y avait des truites de torrents dans les montagnes. On pouvait les voir immobiles, dressées dans le courant couleur d'ambre, où les bordures blanches de leurs nageoires ondulaient doucement au fil de l'eau. Elles avaient un parfum de mousse quand on les prenait dans la main, lisses et musclées et élastiques. Sur leur dos, il y avait des dessins en pointillés qui étaient des cartes du monde en son devenir, des cartes et des labyrinthes, d'une chose qu'on ne pourrait pas refaire, ni réparer. Dans les vals profonds qu'elles habitaient, toutes les choses étaient plus anciennes que l'homme, et leurs murmures étaient de mystère. Donc c'est le paragraphe final. Et ce oui, que vous dites, que c'est en se rappelant cette autre fois qui est notre aujourd'hui, le roman ouvre voilà, un passage vers le présent de ses lecteurs. oui, Euh, en leur montrant en même temps une apocalypse qui serait ne serait pas à venir, mais voilà. Enfin, et, et ce que vous dites de cette apocalypse, là je vous cite, l'apocalypse en particulier nous aide à déconstruire notre présent et à imaginer d'autres mondes possibles, la table rase et le seuil de l'utopie. oui, Et dans ce que vous décrivez aussi de la charge critique précisément des fictions apocalyptiques, c'est qui sont pas là pour expliquer, mais au moins pour déconstruire des schémas ou des modèles de pensée ou des oui. manières de parler du présent. Ouais, ça m'a fait. Oui, enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une affinité très profonde entre la fiction apocalyptique et l'utopie, qui est une affinité presque générique, parce que bon, dans les deux cas, on a affaire à des récits imaginaires, des récits qui n'ont pas grand-chose à voir avec le réalisme, mais en même temps des types de récits qui parlent du monde. Et ça, on l'observe dès la Renaissance avec l'utopie de Thomas More. L'utopie de More est divisée en deux parties. La première partie montre une Angleterre absolument catastrophique, qui est décrite comme quasiment un enfer sur Terre. Et la seconde partie seulement raconte l'utopie. Il y a que produire une fiction apocalyptique, c'est toujours décrire le présent et en même temps avec une distance qui nous autorise à imaginer un autre monde. Et par la table rase, on est amené à
imaginer ce que cet autre monde, le monde futur pourrait être. Oui. Donc il y a toujours une visée critique au récit apocalyptique et l'idée de ce qu'un monde digne d'être vécu devrait être. Donc il y a toujours plus ou moins loin à l'horizon un contenu politique qui est en général, enfin, la plupart du temps, un petit peu sublimé ou second, mais qui est toujours là. Ouais. Comme il est au début des Échappés, où on a l'impression de voir une dystopie froide, qui évoque par moments 1984 ou ce type de Oui. monde. Oui. Enfin, en tout cas, je crois que c'est ça qui nous parle dans les récits apocalyptiques aujourd'hui. C'est à la fois le regard sur notre monde comme dystopie, sur notre monde comme vivant sous la menace de sa fin. Et je crois on se prépare à en lire d'autres parce que ce qu'on vit en ce moment est un grand ferment de littérature apocalyptique. Je crois que beaucoup d'écrivains en ce moment y sont parce que dès qu'on pourra de nouveau publier des livres, c'est ça qu'on aura envie de lire. Oui. En tout cas, bon, j'espère que cette crise, on va en sortir, mais si on en sort, ce sera probablement par ce type de fiction qu'on aura imaginé une autre voie que celle d'avant pour recommencer à vivre. Oui, mais je l'espère. Moi aussi. Ouais. C'est peut-être le mot de la fin? Oui, oui, on peut De la fin de s'arrêter là l'entretien, peut-être. en tout cas. Oui. Oui, oui. Très bien, merci. Merci. Bientôt. On va arrêter l'enregistrement. Voilà, Ah, c'est là. c'est